Mais au début, vraiment, mon cœur était... Ouais. 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 Parce que c'est une expérience un peu très... Je n'avais jamais fait un truc comme ça et c'était... Non, c'était. C'était. Je vais le trouver un adjectif, hein. Ça m'a envoyé, c'est un voyage, je le referai. Si j'ai l'occasion, si je peux le refaire, je le referai. Hein, c'est une très très belle expérience. How do you say his name? Vasily? Vasarely. How do you say? What? Vasarely. Vasari? Vasarely. Vasarely? On était sur le visuel à côté. Et justement, on était déstabilisés par les œuvres. Et là, on n'est plus sur l'acoustique. Pour moi, c'est le pendant, comme ça que je le comprends. Alors, là, on est sur le côté auditif, renforcé par le fait d'être dans le noir en plus. Le coup, on est. Donc non, c'est assez complémentaire. Je me suis installée dans le noir sur le rocking chair et elle a mis les sons en place et pendant les 20 minutes, je suis restée dans la salle. Ce qui m'a d'abord désorientée, c'est que le fait qu'on ferme les yeux quand on commence à écouter, en fait, alors qu'on est dans le noir. Comme si on rentre dans l'espace, en fait, du système. Du coup, ça accentue tous les... comment dire, la concentration. À un moment, j'ai ouvert les yeux, en me disant peut-être qu'il va y avoir des trucs. C'est possible, c'est vrai. Surtout qu'on m'avait dit de fermer les yeux, donc j'ai fermé les yeux parfois et c'est vrai qu'on... J'avais pas trop la notion du temps, comme il faisait noir aussi avec les sons. D'abord, il était tout noir et j'étais vraiment étonnée. Je voulais mettre mes pieds par terre et pas sur la chaise parce que j'étais déjà un peu... je ne savais bien... je n'avais pas le sens d'équilibre, je ne sais pas comment dire. J'ai commencé à me bouger, je pense pour chercher une syntonie avec les bruits. Et je me suis rendu compte quand, par exemple, les bruits étaient plus... Saccadé. Ouais, et je faisais comme ça, et... Faut faire ça, quoi, c'est ça? Parfois, c'est vrai que quand je le bougeais, j'avais l'impression que les sons étaient différents. J'avais les pieds posés par terre et non pas sur le reposoir de la chaise, et je me suis pas tellement balancé, c'est vrai. Ça aurait pu, mais en fait, sur le coup, oui, parce que j'ai voulu le relaisser y aller, et puis finalement, pouf. I was pretty stationary in the chair. I was relaxing quite well. But I thought for a second that the chair might move, maybe because it was like on a platform, it might drop all of a sudden. So I guess with that whole, because the chair's moving, maybe I was subconsciously thinking about maybe there'd be other movement going on, but no, I was pretty relaxed in the chair. It was comfortable. Yeah. Mon corps bougeait tout seul, très légèrement d'avant en arrière, alors j'ai testé une impulsion du rocking chair, et je me suis bien rendu compte que c'était une illusion de ma part, et que je ne bougeais pas. À d'autres moments, c'est tout mon corps qui était empli par les sons, et jusqu'à mon orteil gauche, allez savoir pourquoi. Donc voilà, après je sais pas, je pense à un moment on essaie de comprendre, voir un peu la logique, et puis après finalement on lâche un peu l'affaire et on écoute quoi. Voilà, je me laissais porter par les bruits. Oui, c'est un peu ça. Et par moments, je me perdais, hein, très clairement. Je recoupais et comme si je revenais à ma vie, en fait, et je repartais après. J'étais réhappée par des sons. Il y a des moments, je me suis laissé bercer par les sons et j'oubliais pourquoi j'étais là. Voilà, puis après je me suis laissée bercer et j'étais partie quoi. Après on est parti, hein. Puis quand ça s'arrête, on se dit zut, c'est déjà fini.
Au début, je pensais qu'il y avait des bruits enregistrés. Effectivement, des fois c'était des voix, des fois c'était des bruits d'animaux ou des sons, on va dire des sons. Je ne vais pas être capable de les décrire, donc on va rester sur des sons. Comme par exemple les bruits des insectes qui volent. Mais c'est très très fin. Si on est attentif et qu'on est un petit peu... C'est comme si on soufflait, dans l'infime. Mais c'était un peu comme ce mélange machine, nature. À la fin ou au début, j'ai cru que c'était des gouttes d'eau. De l'humain. Ah, tout est vocal. Peut-être que j'aurais eu envie d'entendre quelque chose de plus bestial. Après, quand ça a changé, ça est redevenu un peu, angoissant. Après, en fermant les yeux, on se crée un imaginaire. En fait, c'est des visuels qui tombent dans la tête. Bon, alors j'ai imaginé ça. Que je me faisais téléporter par un vaisseau spatial d'extraterrestres. Et après, je me suis sentie comme dans des films, je me suis sentie dans le monde de Harry Potter. À la fin, je me suis même redressée. D'accord. J'avais besoin de me reconcentrer dans le film. Il n'y a pas d'histoire. J'ai pas ressenti une histoire ou une suite logique. Et du coup, je me suis remise dedans. Je n'attendais rien, je ne savais pas ce que j'allais ressentir, ni quoi. Rien. Je ne voulais pas avoir d'image. Le Möbius, j'avais une petite idée d'un ruban de l'infini. L'hémiscate, un Möbius quand même, c'est quand même... On peut toujours rester sur le même plan, alors que l'on décrit une courbe, une boucle, un infini. J'avais un peu cette idée-là, mais dans le son... D'accord. Alors, moi, je dois reconnaître, si je suis venu, c'est parce que j'ai vu le titre, La bande de Möbius, que quand j'ai fait connaissance avec cette bande de Möbius par Lacan, ça m'a beaucoup intrigué, cette histoire de messages inversés. Et votre approche avec le son, je me suis dit, ça peut me permettre de progresser dans ma compréhension de cette inversion du message. Tout n'est pas exprimé pour que l'auditeur, comme le spectateur, puisse découvrir par lui-même jusqu'où il peut aller. Je n'ai pas parfaitement compris l'inversion du message de Lacan. Et je me suis dit, tout ce qui peut me permettre d'approcher cette bande de Möbius et du renversement du message, je prends. Je suis preneur et donc c'est pour ça que je suis. Le son est devenu kinesthésique. Ouais. Il revient. Il peut venir de là, il peut remonter de là, etc. Et je dois reconnaître qu'il y a eu des moments où je pensais à une bande de Möbius qui passait par ma tête, quoi. Oui, hein, oui. C'est-à-dire des sons qui se déplaçaient dans l'espace, qui me revenaient, qui me passaient d'une oreille à l'autre. Et tes oreilles, là j'ai l'impression qu'ils sont un peu fermés ou je ne sais pas. Même je n'entends pas ma voix comme j'entends normalement, donc oui. Mais... Je les sentais pénétrer dans mon oreille droite, passer devant mon visage et rentrer dans l'oreille gauche. il y a un moment où j'ai dû prendre un peu mon pouls parce que je sentais que ça s'emballait. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette émotion? Puis ça repartait. Ça revenait tranquillement. Quand c'était plus fort le son, j'avais plus de palpitations. Ça faisait un peu peur. Et aussi, il y avait les effets, les vibrations, ou je ne sais pas, les effets sur la chaise, parfois non. Ou c'est juste moi. Ça commençait plus bas et ça a vraiment augmenté. Là, j'ai un peu l'impression que ma tête va s'exploser. Mais c'était intéressant quand même, je pense, parce que... Là, à ce moment-là, oui, ça m'a envoyé. Après, j'étais très, très attentive, très présente.
tellement présente que j'étais dans le son. Donc là, c'est un voyage. Dans le sens où cette présence n'est plus... je suis présente, j'étais plus dans la salle avec tu vois, un dispositif, de l'électricité, d'accord, non, j'avais une présence au son, à la structure, j'étais dedans. Une forme d'attention. Une attention, voilà. C'était un peu méditatif parfois. J'avais l'impression qu'en fait j'étais en l'air. Et que parfois je bougeais le rocking chair de temps en temps, mais parfois j'avais vraiment l'impression que il bougeait tout seul. Je suis sortie de moi carrément et je le voyais d'en haut, quoi. Par contre, je sais que quand je suis sortie de l'expérience, je savais plus du tout où j'habitais. Enfin, j'avais perdu la notion de terre, ciel, droite, gauche. Je titubais un petit peu, j'avais du mal à revenir à moi. C'est comme si j'étais vraiment allée dans mon imaginaire. J'ai eu un peu de difficulté à revenir, justement, à reprendre contact. Ça m'a beaucoup étonnée parce que je suis sortie de la salle, j'ai failli tomber parce que je ne savais plus quel était mon pied droit, mon pied gauche. J'avais encore l'impression d'être en l'air. But yeah, just the idea of panning like both side to side and up and down in 360 degrees was quite a cool thing. I was thinking about that a bit. In terms of emotions, there are a few startling points where a few loud noises which you didn't expect, but it was fine on the whole. Aussi quand il y avait, je ne sais pas c'était quoi comme son, mais il y avait une fois quand ça a tourné, et c'était vraiment, j'ai senti que ça vient et ça fait des tours autour de moi. Ouais, et à la fin, j'étais un peu débordée de tous ces bruits que j'entendais. Et il me paraît qu'il y avait des gens très proches de moi. Mais c'était bien, ouais. J'avais vraiment l'impression que les voix que j'entendais, c'était des vraies personnes qui étaient vraiment autour de moi. Oui, il y avait un parti que je pensais vraiment que je me bougeais et les sons me suivaient. Il y a quelqu'un juste à côté de nous qui fait des bruits. On le sent bien, effectivement, plus loin, plus près, à droite, à gauche, au-dessus. On sent aussi les vibrations. Il y a un moment, vous avez carrément d'en bas. J'avais beaucoup de sensations derrière moi. Mon corps partait en avant et allait se décoller de la chaise. Donc effectivement, on est un peu... Bon, après, ça va, c'est pas non plus... On reste ancré quand même. Moi, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, parce qu'il y a des gens peut-être qui se sont... Le fait d'être dans le noir, ça peut paniquer certaines personnes, et le bruit, on reste conscient quand même de soi, de sa place, voilà, on n'est pas non plus perdu. Donc... Et des niveaux de sonorité aussi. Par moments, j'avais l'impression d'avoir l'oreille en haut, l'oreille de gauche qui était en partie en haut, mais ça, c'est des effets sonores sans doute voulus, et voilà, donc c'est toute une perception en fait qui est... Ça nous tient vraiment très présent et ça nous renvoie toute la chaîne mnémonique, si tu veux, depuis l'origine. Tout y est dedans. Parce qu'avec le son, le son est perçu dans le ventre de la maman. Or, ça nous fait réagir en tant que fœtus dans le ventre de la maman. Le son, pas la vue. Bien sûr, bien sûr. Le son vibratoire, oui. La vibration qui passe, tout ça. Ça, c'est du ressenti déjà depuis avant la naissance. Et c'est quelque chose depuis toute l'humanité où on est guidé là-dessus, parce qu'il n'y a pas que les oreilles qui entendent, il y a les os entendent, les os résonnent. Oui, bien sûr. Tous les os résonnent. C'est comme ça qu'on a un réel signal dans tout à fait. Et ça m'a fait voyager dans toute cette chaîne, je dis, depuis l'origine, de tout ce que nous avons construit au niveau modélisation, structure, si tu veux, social,
d'élaboration du cerveau même. Un enfant dans le ventre de sa mère, il devait ressentir les mêmes choses, étant ballotté comme ça, avec des sons qui lui arrivent de tous les côtés, des gestes. Quand sa mère, elle rit, elle pleure, elle fait des borborigmes ou quoi. I think it was quite unusual. I wasn't sure what to expect from the whole thing, but overall, it was a good experience, I think. C'est une découverte complète. Après, c'est compliqué pour moi de parler de quelque chose que je connais pas, parce que j'ai pas de repères, parce que je sais pas où l'artiste a voulu aller. Ça va, je veux rester sur ce que j'ai vécu pour comment je veux dire, décanter. C'est bouleversant. C'est bouleversant. C'est spirituellement, c'est une magie et un voyage fabuleux. Ça peut pas laisser indifférent, quoi, je veux dire. C'était la première fois et j'ai trouvé ça très très intéressant. Ça mériterait que je refasse une séance. Il y a ce côté, pas d'être joyeux ou de ça, mais ce côté d'être enlevé. Voilà, c'est un ravissement. C'était surprenant, voilà, c'était surprenant. Je regrette pas, c'était à faire. Et voilà, mais c'était à faire. C'était à faire. Ce projet porte sur l'idée de déplacer du champ visuel au champ acoustique et sonore une bande de Mobius qui opère une torsion dans l'espace acoustique où elle est spatialisée et se déploie autour d'un visiteur qui en est le centre de gravité et le moteur. Sa morphogénèse se compose d'un renversement, d'un déséquilibre qui lui est inhérent et que j'ai souhaité rendre perceptible. Personne ne va tenir comme ça, voilà, comme ça, je trouve ça très drôle, mais ça m'a beaucoup amusé, je dois dire. Le parti pris que j'ai eu à ce moment-là, c'est de faire venir des gens, j'ai appelé ça les ateliers expérimentaux, et donc les gens m'ont parlé. Et donc peu à peu, j'ai dissocié la partie scientifique de l'impact du son sur la posture, qui étaient ceux qui ne contrôlaient pas, c'est-à-dire, là, on bouge, et puis ce qu'ils me racontaient. Après, donc, et ce qu'ils me racontaient était foisonnant d'imagination. Tout ça, ça habitait les sons. Les gens habitaient les sons, le monde sonore, de manière assez incroyable. Je dirais le Forda, je ne sais pas si vous voyez le Forda de Freud, c'est-à-dire, ça simule la mère qui part, qui quitte la pièce, qui va revenir. J'avais le sentiment que les gens souvent me racontaient quelque chose sur le mouvement des sons qui avait à voir avec ça. J'étais très intéressée, mais il se trouve donc moi j'ai choisi le rocking chair parce que je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant comme exploration du point de vue artistique. Tout le monde m'a dit Marlène, le déséquilibre tu l'auras pas sur ton rocking chair. Et par contre, je voulais explorer donc quand même le rapport du son et du corps. Réunir les conditions de la perception d'un renversement pourrait paraître simple. En réalité, la question posée est très complexe puisqu'il s'agit de décrire et d'écrire, dans un programme, un espace virtuel qui n'existe pas à partir du réel et qui pourtant va se conjuguer et se négocier à lui. Il rend possible l'augmentation des perceptions dans un espace acoustique créé de toutes pièces, un semblant. On se balance un peu nonchalamment comme ça et que ça fait partie des gestes machinaux. Donc les gestes machinaux, moi, m'intéressaient beaucoup parce que c'est ce qu'on fait comme ça. J'ai mis les gens dans le noir parce que, en effet, ce que j'ai vu, quand on a la moindre lumière devant l'image, on n'entend plus. On est vraiment très comme ça, devant l'image. Donc ça, je l'ai voulu l'enlever, et pour qu'on ait un peu la prégnance du corps, le rapport du son. Ce qui m'intéressait dans le rocking chair, c'est bien sûr qu'il fait un petit mouvement, et je voulais que ce mouvement soit induit dans la morphogénèse de la bande de Mobius, dans cette spatialité. Et ça, c'est grâce à Gaëtan, que je veux remercier. À certains moments, c'est vous qui, en vous balançant, fait-vous voir la bande de Mobius, mais il y a plus que le mouvement, il y a aussi des paramètres, on va dire, des paramètres changent à contrario de votre mouvement.
Si je suis là, ben, les sons partent là derrière. Voilà. Où il y a de plus ou moins d'intensité ou de spatialité, parce que la réverbération, c'est l'espace. Enfin voilà, on a compris que donc, à certains moments, vous êtes complètement dans le renversement. Et ça, je me demandais si ça allait marcher, parce que quand même, on est dans un espace virtuel. Vous voyez, c'est-à-dire, j'ai jamais eu un doute que l'espace virtuel soit l'espace réel. Qu'au contraire, j'allais devoir mettre un morceau de réel dans le virtuel. C'est pour ça cette chaise. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Le corps, la chaise, ces sons se sont mis à interférer. Ces sons s'attirent. Et c'était quelque chose que je ne maîtrisais pas, et c'était bien réel, c'était plus du virtuel. Créer l'illusion d'un renversement réel, alors que l'on manipule des données virtuelles, nous oblige à réfléchir au rapport, aux frontières entre espace réel et espace virtuel, et à leur dialectique, mais aussi entre espace réel, espace virtuel et espace perçu. L'espace perçu pose, en filigrane, la présence de quelqu'un qui est là, qui perçoit et se représente dans l'espace et plus précisément dans son espace. Cet espace-ci ne se voit pas avec les yeux, mais se perçoit avec d'autres sens. Ceci exige une écoute attentive de ce qui vient de l'extérieur de moi, dehors, et une écoute attentive du lieu de l'écoute, mon corps dedans. L'écoute devient spatiale, transite par mon corps et mon espace qui semble se renverser. Des frontières inhabituelles se précisent et brouillent les cartes de notre habitus corporel. Représentation et perception sont ici reconsidérées. Pourquoi réajouter à la question de l'équilibre ou du déséquilibre, du dedans et du dehors, cette dimension de la voix qui est en partie escamotée dans sa recomposition, dans sa décomposition-recomposition. Et je pense que les gens qui chantent faux, comme moi, par exemple, sont des gens qui ont du mal à entendre leur voix du dedans, c'est-à-dire qu'il y a, et qui ont ce problème du lieu de la voix. Je m'intéresse donc à cette question de la voix et sa place dans la constitution du sujet psychique. Le fait que Marlène ait utilisé effectivement des voix, à mon avis, rend l'expérience encore plus forte et encore plus engageante, parce qu'on sait très bien que nous avons tous, par rapport à la voix, un rapport qui est extrêmement chargé affectivement, émotionnellement, etc. Ce ne sont pas des bruits qui sont en dehors de cette dimension humaine. La voix vient au-delà même de la question de la sexualité, parce que je ne suis pas persuadé que la voix en premier présente la question du sexuel, mais présente la question de l'homme. Voilà. C'est cette dimension de l'humanité qui est immédiatement avancée lorsqu'on entend une voix. Et d'ailleurs, les derniers travaux de neuropsy montrent que la voix, c'est l'élément dans le champ sonore qui est le plus rapidement identifié. Pour les psychanalystes lacaniens dont je fais partie, la bande de Möbius, c'est effectivement une espèce d'étendard important. Et là, je m'amuse, mais c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important parce que avec l'introduction de cette bande de Möbius, Lacan essayait justement de sortir de la dichotomie qui avait existé dans la psychanalyse jusqu'à lui entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Cette impression comme ça que le sujet faisait une espèce de masse avec un intérieur et un extérieur. Et Lacan introduisait à l'occasion du séminaire 7 une notion tout à fait intéressante qui est la notion, à mon avis, qu'explore en tout cas en partie Marlène, qui est la notion d'extimité. La voix, c'est effectivement l'objet de la pulsion extime, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que la voix, elle est à la fois intérieure, on est tous assaillis par des voix. Même quand on n'est pas halluciné, je veux dire, on a constamment des voix comme ça qui commandent ce que nous faisons, qui dit, bah oui, alors là, tu devrais faire ça, ah bah alors là, vraiment, tu t'es pas très bien débrouillé, ah ben bravo, enfin voilà, ces commentaires constants de nos actions qui font que on est soumis comme ça à des voix.
Et puis, donc ça c'est la partie, pourrait-on dire, intérieure, si on reprenait les vieilles catégories. Et puis il y a la partie externe, c'est-à-dire c'est le moment où je m'adresse à vous, et au moment où je m'adresse à vous, je donne de la voix, mais pour pouvoir la donner, il faut que je la perde. Voilà. Donc je perds cette voix intérieure pour pouvoir effectivement la rendre audible aux autres. Donc cette question-là, ça revenait effectivement expérimenter, mettre en forme le dispositif de Marlène et rencontrer mes questions. Quand on a un casque sur les oreilles, on entend un son qui vient de l'extérieur, mais là, la perception est intérieure. Alors ça, je ne sais pas comment ça se fait, hein. Je veux dire, j'ai aucune idée. Mais c'est une sensation tout à fait étrange. Et d'ailleurs, quand j'avais lu les comptes rendus de personnes qui avaient subi ou suivi l'expérience, et certaines personnes disent que, par exemple, qu'ils entendent dans le petit doigt du pied. Enfin bon, donc il y a des moments comme ça où tout d'un coup, ce sont des parties du corps qui se mettent à entendre. Alors moi, c'est pas ça, hein. Moi, sans doute parce que je suis encore une fois un psychiste, c'est dans la tête que j'entends. J'entends le son dans la tête, mais quand même, entendre un son dans sa tête qu'on ne produit pas, ça, c'est quand même une expérience extraordinaire. Enfin, moi, je veux dire, pour moi, ça a été une expérience extraordinaire. Je te remercie, Marlène. Moi, ce qui me passionne, hein, en tant que psychiste, pour le dire de façon un peu large, c'est que je ressens, moi, réellement le renversement de l'espace sonore. C'est-à-dire que, et je le ressens de façon particulière, c'est-à-dire que, et ça se joue pour moi, ce renversement, au niveau de l'intérieur et de l'extérieur, pour le coup. C'est-à-dire que des fois, les sons me sont évidemment extérieurs, et à 4-5 reprises, j'ai le son que je perçois à l'intérieur de moi. Ça, c'est une expérience tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire c'est la première fois que je ressens ça. Dans le texte de Michel Serres ne va pas du tout s'intéresser à la façon dont le bruit ou le son peut être localisé, ce qui est évidemment un élément fondamental dans le dispositif de Marlène. Ce qui l'intéresse, c'est la globalité de l'ouïe, c'est-à-dire ce qu'il appelle la globalité du son. Un peu plus loin, Michel Serres écrit « La vue est locale, l'écoute est globale », c'est-à-dire le fait qu'un son va remplir tout l'espace. Alors que la couleur sur le mur, elle reste sur le mur, hein, ou une qualité tactile, elle reste là où il est. Et manifestement, Michel Serres ici se met en porte-à-faux vis-à-vis de la distinction très célèbre de Deleuze et Guattari à la fin de Mille plateaux entre l'haptique et l'optique. C'est-à-dire pour Deleuze, c'est l'haptique qui est locale et l'optique qui est globale. C'est-à-dire, lorsque si je touche la table, je touche une petite parcelle de la table, et reconstituer la table à partir du toucher, il va falloir que je réassemble une somme de touchés locaux. Alors que si j'entre dans la pièce, je vois d'un seul coup toute la pièce. Deux versions du son, celle de Strawson d'abord, ou de Stapledon, qui correspondent à un son fantôme, en fait, ou un son qui n'appelle qu'un corps de fantôme, c'est-à-dire un personnage qui est situé dans un espace, mais qui n'a pas de corps lui-même matériel audible. Et puis la deuxième version, qui est un son vibrant, qui donne un corps, mais en l'occurrence, dans l'analyse qu'en fait Michel Serres, ne conduit pas à s'y orienter. Et justement, ce qui est intéressant dans le dispositif de Marlène, c'est que le son donne un corps d'une toute autre façon. Le son donne un corps en équilibre ou en déséquilibre. Et on parlait du noir, et justement, ce noir, c'est non seulement un effacement momentané du visible tangible, mais c'est aussi une transformation du corps, que lorsqu'on est dans ce noir, et c'est une des choses qui me semble fait un peu peur en fait dans ton installation, c'est qu'il faut accepter que les limites du corps, elles peuvent être mises en jeu, comme elles ne le sont pas lorsqu'il y a du tactile et du tangible, et que les limites du corps, elles sont mises en jeu par justement la question de la voix intérieure-extérieure, mais aussi par cette question de ce qui va vibrer et de la façon dont mon corps va se reconstituer. Vous parliez
de cette personne qui disait qu'elle avait entendu avec son orteil. Bon, est-ce qu'il faut y croire ou pas, c'est autre chose, mais en tout cas, clairement, il y a la question, qu'est-ce qui va me rester comme corps dans ce dispositif? Et je pense que le noir, c'est important, non seulement pour l'environnement, mais pour cette mise en question assez effrayante, en fait. Je suis partie de l'expérience d'une installation précédente, la chambre blanche qui bouge, à propos de laquelle je souhaitais que l'on quitte la perception d'objet, sur laquelle on focalise un point de vue afin de se faire une représentation à laquelle on s'identifie, pour une perception d'état, de sensation, de trouble, le mouvement indécidable de l'ensemble. J'ai donc fait l'hypothèse que pour avoir une sensation de déséquilibre, il est nécessaire de passer par un plan de signifiance, le réel qui devient une composante essentielle de cette forme virtuelle pour que la perception du déséquilibre soit rendue possible. Ce projet tentait de répondre à cette question. Il convoque et réunit simultanément espace, perception, sujet afin d'examiner cette hypothèse. L'expérience se déroule dans l'obscurité. Assis sur un rocking chair, seul un léger balancement est possible. Geste réduit à sa grande simplicité, machinale, que l'on fait sans se rendre compte. Fort, da. Ici, là-bas. Devant, derrière, dessus, dessous. Ici, là-bas. Espace sonore, extime, intime, dont la particularité, contrairement à l'image, est de se dissoudre à peine entendu. Si bilan il y a de cette première étape, ce serait du côté des perceptions et des nouvelles spatialités qui ont été explorées et qu'il nous faut conclure au rapprochement de l'écoute devenant écoute physique et corporelle. Pour mieux comprendre cela, je propose de partir de quelques courts extraits qui nous a été rapportés. Une sensation de vertige permanent. J'avais l'impression de me balancer en avant et en arrière alors que j'étais immobile sur la chaise. Certains sons donnaient l'impression de glisser sous ma peau, me provoquant des frissons. L'œuvre d'art change de terrain. Le dispositif et le processus qui s'y joue invitent à une nouvelle posture, celle d'une expérience ouverte. En effet, le dispositif que nous avons créé et mis au point, au regard du projet, est un dispositif d'écoute amplifiée qui se joue dans un rapport nouveau entre son, corps et espace. Le son est tantôt perçu dans le corps, tantôt le corps semble être projeté dans l'espace alors qu'il est arrêté ou presque. Porosité entre dehors, dedans, intérieur, extérieur. Étrangeté de la localisation et de la délocalisation. Est-ce en moi? Est-ce en dehors de moi? Égomotion? Allomotion?